Ah, si vous vous attendiez à ce que je porte un ciré pour cette vidéo avec la chaleur qu'il fait, vous vous enfoncez le crochet dans l'œil jusqu'au coude. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va parler slasher. Le slasher, c'est ce genre horrifique dans lequel une bande de jeunes un peu concons et très excités vont se faire poursuivre et se faire dézinguer les uns après les autres par un tueur, le plus souvent masqué. Un genre qui existe depuis un sacré bout de temps, mais qui connaîtra son apogée dans les années 90 où on va avoir pléthore de slashers. Cela prendra des telles proportions qu'une petite saga va naître dans le début des années 2000 pour gentiment s'en moquer, Scream, qui paradoxalement va relancer la mode des slashers. Et parmi la tétrachée qu'on a pu se taper, il y en a un qui va obtenir un petit statut culte, Souviens-toi l'été dernier. Et bizarrement, bien que je sois un passionné de l'horreur, c'est une saga que je n'avais encore jamais regardée. Alors avec l'arrivée d'une énième suite, remake, legacy sequel, barré la mention inutile, je me suis dit que c'était la parfaite occasion justement pour s'y plonger. Étant donné que cet opus s'annonçait comme une suite des 1 et 2, le troisième opus ayant été retcon, et qu'il allait faire revenir des personnages de la saga, à savoir Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., ça semblait pas déconnant. Et donc, bonne ou mauvaise idée, je vous laisse un peu de suspense parce qu'on va traiter de la trilogie dans son entièreté. Regardons donc ce que vaut Souviens-toi l'été dernier. You can't run. You can't hide. Get them before they get you. Si je suis assez honnête, je ne peux pas dire que cette suite jure avec le reste de la saga. Dans le sens où c'est tout aussi mauvais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le pitch, l'histoire raconte comment une bande de jeunes un 4 juillet va avoir un accident de voiture et ne va pas reporter cet accident à la police. Sauf qu'un an après, ils reçoivent une carte leur annonçant que quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier et ils vont donc tous se faire tuer les uns après les autres. Enfin, eux et des personnes qui n'ont absolument rien à voir parce qu'il faut bien rajouter du body count. Et ce que je viens de vous raconter est non seulement le synopsis du premier opus, mais c'est aussi le synopsis de ce nouvel épisode. Et on arrive au premier vrai gros problème du film. C'est annoncé comme une suite, mais c'est clairement un remake déguisé. Que ce soit l'accident de voiture, les stéréotypes de personnages, les intrigues, les morts, les lieux visités, tout rappelle en permanence l'opus original. On va avoir droit à toute une séquence qui va reprendre la scène de la course-poursuite avec Sarah Michelle Gellar. Oui, pardon, j'annonce, mais je ne vais pas me gêner pour spoiler les deux premiers opus. De toute façon, ils n'ont pas tant d'importance dans ce troisième. Mais aussi un message laissé dans une salle de sport, ou que ce soit le final qui se passe dans le même décor, il y a beaucoup trop d'éléments en commun pour que ce soit juste des citations. Et si encore il y avait une envie d'en faire autre chose, de détourner ce que l'on connaît pour mieux nous surprendre, mais même pas. On n'est pas dans la saga Scream. C'est juste du fanservice gratuit, voire putassier. Le summum du foutage de gueule étant atteint avec une séquence de rêve dont je ne vais pas spoiler ce qui s'y passe, mais vraiment quand j'ai vu ça, j'ai dit ils vont pas oser. Et si, ils ont osé. Et encore une fois, ça n'a aucun intérêt. C'est juste parfaitement gratuit. Et cette gratuité, on le retrouve également dans le retour des personnages de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Il n'y a absolument aucune raison que Jennifer Love Hewitt revienne dans cette saga. Comme je le disais, les deux films commencent avec un accident. Donc ce sont des histoires séparées. Il n'y a pas de raison de se dire c'est vrai que ce personnage a vécu la même chose et si on allait la retrouver pour lui demander conseil. Je vais revenir sur Scream mais parce que la comparaison est inévitable et intéressante. Dans Scream, il y a une raison de revenir à chaque fois à Sidney Prescott. C'est parce que la saga Scream est une saga qui a conscience de ce qu'elle est, qui a conscience de ses codes et est une saga méta. Like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. Chaque opus a des tueurs différents, a des histoires différentes, mais malgré tout, tout revient vers Sidney parce qu'elle est la Final Girl et que la saga sait qu'elle est la Final Girl. Donc il faut toujours revenir vers elle. Et donc lorsque dans le 5, il y a une volonté des petits nouveaux d'aller voir les anciens, que ce soit elle, Gale et Dewey, c'est pour qu'ils leur donnent les codes de cette saga. Mais souviens-toi l'été dernier, il n'y a pas de méta, il n'y a pas de thématique, c'est juste un slasher lambda. Donc lorsque la nouvelle génération va voir Jennifer Love Hewitt, qui est juste une prof random, et qu'elle va leur dire peut-être que la personne qui vous tue a un rapport avec la personne morte dans l'accident de voiture, c'est pas un conseil, c'est une évidence, et en plus une déduction qu'ils avaient déjà fait plus tôt. Et j'aime beaucoup Jennifer Love Hewitt, mais franchement, à part rester le cul assis dans son salon, elle ne sert strictement à rien dans le récit. Le retour de Freddie Prinze Jr. est un peu plus justifié parce qu'il est le patron d'un des membres de la bande. Donc, il a une connexion avec l'un d'entre eux et il habite toujours dans la ville. Il y a un lien un peu plus direct. Mais bon, pour ce qu'ils en font dans le film, tout cela découle d'un problème majeur de la saga,
Sa mythologie est complètement pétée. Le premier opus raconte l'histoire d'une bande qui a renversé quelqu'un, qui s'est débarrassé du corps, et à la fin on découvre qu'en fait, le corps dont ils se sont débarrassés n'était pas mort, et que c'est cet homme qui est venu se venger. Et la raison pour laquelle il porte un ciré et un crochet, c'est parce que c'est un pêcheur, qu'on est dans une ville de pêcheurs, et donc ce sont simplement ses instruments de travail. C'est tout. Le second opus essayera un peu de développer cette mythologie en faisant revenir le gars, en lui donnant un fils, et tout se passe dans les Bahamas parce qu'il y a passé une partie de sa vie, mais c'est complètement obscur, ça ne sert strictement à rien. Et donc on se retrouve avec une saga qui tente de créer tout un univers, mais qui est complètement vide, complètement vain, parce qu'elle n'a rien à raconter. Encore une fois, à Scream, on peut aimer certains opus plus que d'autres, mais au moins ils ont toujours des choses à raconter. Ils ont toujours surtout un but. Au-delà du côté slasher, ils sont censés être une véritable réflexion sur le cinéma d'horreur en général. Chose qui s'est un peu perdue dans les 5 et 6, on l'avoue. Mais Scream n'a étendu sa mythologie que selon une critique des codes de l'horreur, y compris dans le troisième opus qui est un des moins appréciés pour son twist complètement tordu, mais qui est lui-même une critique de ces sagas d'horreur qui durent beaucoup trop longtemps et sont obligés de multiplier les twists ridicules pour perdurer. Souviens-toi, l'été dernier n'a pas cette profondeur, il n'a même pas cette volonté. Donc pourquoi est-ce qu'il s'efforce de nous faire croire qu'il a une mythologie complexe quand il n'y a absolument rien à vendre? Et c'est pas la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique qui va aider. Mais bon, vous pourriez me rétorquer qu'après tout, certains ne font pas le même effort que moi d'aller voir les anciens opus et qu'ils vont découvrir cette saga avec cet épisode et qu'ils vont juste avoir droit à un bon petit slasher, un bon petit divertissement. Même pas. Même pas parce que le film tourne quand même pas mal en rond, on ne peut pas dire que l'histoire avance très rapidement. En termes de mise en scène, c'est assez plat, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Le tueur a du mal à être iconisé. En même temps, un type avec un ciré et un crochet, comment tu veux iconiser ça? Et pour les meurtres en eux-mêmes, il y a quelques images un peu sanglantes, mais je trouve que dans le sens, c'est assez soft. Des coups de couteau qui sont donnés, on dirait qu'ils sont en mousse. Et lorsque c'est des coups de crochet, c'est carrément hors champ avec juste une giclée de sang sur le mur. Et comme je disais, le scénario a tendance à tourner en rond. Mais en plus, j'ai l'impression que plus ça avance, moins les scénaristes en ont quelque chose à foutre. C'est fou parce que les personnages sont parfaitement au courant qu'ils sont poursuivis par un tueur. Et pourtant, ils vont s'échiner à toujours se séparer et se retrouver seuls. Entre celle qui se retrouve seule dans un cimetière, celui qui va sortir d'une maison bien sécurisée juste pour recharger son putain de téléphone. Et je vous parlais tout à l'heure d'une scène où il y a un avertissement dans une salle de sport. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi le tueur ne le tue pas sur le moment. Mais en plus, cut, le gars qui s'est fait avertir qu'il serait le prochain à mourir, on le retrouve sur la terrasse, tranquille, pépère, tout seul, à fumer. Qu'est-ce que tu fous? Surtout que le gars, c'est un gosse de riche dont le père est propriétaire de toute la ville. À un moment, tu te demandes pourquoi il n'a pas demandé un service de sécurité de l'assister en permanence. Le plus drôle étant qu'à un moment, on voit une forme humaine dans un couloir, le gars va se rendre directement dans ce couloir et par un plan de caméra, je ne sais pas si le plan est mal foutu ou quoi, mais on a l'impression que l'homme au ciré est à côté de lui à 15 cm et qu'il ne le voit pas. Et en vrai, c'est dommage parce que ça aurait pu être une volonté du film de se moquer un peu de ça. C'est ce qu'il fait pendant la première moitié. On sent que par certains dialogues, etc., il y a une volonté de faire rire le spectateur. Mais dès la seconde partie, on revient à un côté beaucoup plus premier degré, et alors là, toutes les incohérences nous frappent. Après, il ne faut pas attendre 2 minutes avant de voir qu'il y a déjà des soucis de cohérence. Encore une fois, l'original et ce nouvel opus commencent tous les deux par un accident de voiture. Sauf que la façon de gérer cet accident de voiture n'est pas du tout le même entre les deux. Dans le premier opus, le personnage de Ryan Phillippe avait particulièrement bu et malgré tout conduisait. Et c'est lui qui va percuter un homme. Après l'avoir percuté, ils vont carrément décider d'embarquer le corps et d'essayer de le jeter à la mer. Sauf que quand ils vont s'apercevoir qu'il est toujours en vie, ils vont lui fracasser la tronche et le laisser pour mort noyé. Mais dans ce nouvel opus, ce qui va provoquer l'accident, c'est pas qu'ils vont le percuter, déjà la personne qui conduit est celle qui n'a pas bu, mais c'est que l'un d'entre eux était au milieu de la route, et lorsque une voiture débarque, elle va faire un écart et partir dans le décor. Ils vont alors essayer de le sauver, sauf que la voiture va basculer dans le vide et faire une chute de près de 10 mètres. Et même là, ils vont pas l'abandonner puisqu'ils vont appeler la police et une ambulance. Leur seule faute aura été de fuir les lieux du crime et de demander à papa de gosse de riche de couvrir l'affaire, mais ils ont fait à peu près tout correctement. Ils discutent un peu de l'idée de descendre même de la falaise pour donner un coup de main, mais c'était à leur risque et péril. Ils n'auraient pas dû faire ça de toute façon. Cette séquence, par rapport à l'original, elle a l'avantage de rendre les personnages beaucoup plus sympathiques. De toute façon, dans l'ensemble, je les trouve quand même beaucoup plus sympas que dans l'original. Je comprends même pas comment ils pouvaient être amis quand ils s'envoyaient des fions à la gueule en permanence. Mais ça a le grand désavantage de rendre moindres les motivations du tueur. Et si je veux développer mon propos, il faut que l'on entre dans une partie full spoil. Avant de digresser sur l'identité du tueur, je vais juste dire que je la trouve évidente, tellement c'est
voyant et que le scénario est mal écrit, et donc que la conclusion est particulièrement décevante, mais qu'en plus, je la trouve complètement stupide, pour ne pas dire autre chose. Mais bon, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de sauter directement à la conclusion. Vous verrez que la vidéo est découpée de façon à ce que vous puissiez passer directement à la bonne partie. Je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parlons du tueur. On découvre donc que le tueur est Stevie, une des membres de la bande. Comme je le disais par rapport aux circonstances de l'accident, c'est stupide. C'est stupide parce qu'elle a bien vu que ses compagnons ont fait tout ce qu'il fallait pour sauver le type, qu'elle-même a accepté de quitter les lieux. Certes parce qu'elle pensait qu'ils iraient au commissariat, mais malgré tout. Une motivation forcée qui est de pas par le fait que des 5, elle est la seule à avoir un passé douloureux. On dit dès le début du film qu'elle a eu des soucis, alors je ne sais plus si c'est de drogue ou psychiatrique, mais en tout cas, on nous dit bien qu'elle n'est pas dans le bon ordre dans son cerveau. Ce qui fait que l'on retourne dans le bon vieux cliché du « le tueur est un malade mental ». Alors dans les années 90, ok ça marchait, mais en 2025, sans compter que c'était parfaitement évident, parce que des 5 personnages, c'est la seule qui n'est jamais inquiétée par le tueur de tout le film. Mais le scénario qui est déjà débile et assez insultant le devient encore plus lorsque, plot twist, en fait il y a un deuxième tueur, Freddie Prinze Jr. Et ça n'a aucun sens. Je vais commencer par dire que j'ai grillé le twist à peu près au tiers du film parce que quand je voyais ce qu'ils faisaient des anciens personnages, je me suis dit c'est pas possible de les avoir fait revenir pour absolument rien, donc c'est forcément que le tueur c'est l'un d'eux. Et sachant que Freddie Prinze Jr. était le seul dans la ville et que vu la taille du tueur, c'était évident que c'était un mec CQFD. Mais même en ayant deviné ça, pendant tout le reste du film, j'étais à dire non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, ils vont pas oser. Ah bah si, ils ont osé. Hein. Je trouve que ce twist est complètement débile et en contradiction avec la perception que j'ai du personnage de Freddie Prinze Jr. dans les 2 premiers opus. Dans le premier, si je me souviens bien, il allait retrouver un des proches de celui qu'il pensait être la victime et va passer du temps avec elle pour la réconforter. Et dans le 2, il va littéralement passer tout le film, alors qu'il est blessé, à essayer de retrouver Jennifer Love Hewitt pour la sauver du tueur. Je vois pas à quel moment ce type finit psychopathe. Parce que pour le coup, son traitement dans le film tel qu'il apparaît à la fin, c'est de la psychopathie. Alors ils essayent de mettre en place ce propos de « oui, ils ont cherché à effacer l'histoire, à nous oublier, etc. » Et sur ce point-là, ça pouvait être intéressant. Sauf que j'ai 2 problèmes avec ça. Le premier, c'est tout simplement que le personnage n'a pas assez de développement dans le film et donc on n'a pas assez d'éléments pour deviner ses émotions et ses sentiments, donnant un peu ce côté « ça arrive comme un cheveu sur la soupe ». Et deuxièmement, c'est une réflexion que je me suis fait tout le long du film, mais depuis quand l'histoire du premier opus est connue de tous? Dans cette suite remake, on a une podcasteuse de True Crime qui revient dans la ville parce qu'elle veut faire une émission sur les événements de 97. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont retrouver Jennifer Love Hewitt. Parce que ces personnages vont entendre parler de cet accident de voiture qui, un an après, donnera une vague de meurtres sur les responsables de cet accident. Et dont Jennifer Love Hewitt était impliquée. Sauf que de ce que je me souviens du 1 et du 2, l'histoire n'est jamais révélée, ou du moins la totalité de l'histoire. On sait qu'il y a eu un accident, on sait qu'il y a eu une vague de meurtre, on ne sait pas que les 2 sont liés. Oh, et puis si on y pense 2 secondes, on est quand même à un niveau de coïncidence assez colossal. On a donc Stevie qui est impliquée dans un accident de voiture un 4 juillet qui implique un mort, qui implique quelqu'un qu'elle connaît, qui fait qu'elle va être ultra dépressive, qu'elle va en parler à son patron Freddie Prinze Jr., qui comme par hasard a lui aussi été impliqué dans un accident qui a inclus un mort un 4 juillet. Lui qui est rancunier et en mode bourrou, on est en train de m'oublier moi et mon histoire, va convaincre Stevie d'attendre 1 an pour envoyer une carte en mode « souviens-toi l'été dernier » et de tuer ses amis les uns après les autres ensemble. Encore une fois, aucun sens. Souviens-toi l'été dernier n'est pas une déception. Parce que les premiers films n'étaient pas bons de base. Je suis désolé pour ceux qui apprécient cette saga parce que c'est peut-être une saga de leur enfance, qu'ils considèrent comme culte, mais objectivement parlant, il n'y a absolument rien qui fait que cette série est marquante. Les personnages ne sont pas intéressants, la mythologie n'est pas intéressante, il n'y a même pas des morts satisfaisantes, les premiers sont même encore plus soft que celui de cette année. Il n'y avait rien qui justifiait de faire une suite et rien qui annonçait que ce film serait meilleur que les autres. Enfin si, quand tu démarres de très bas, tu peux espérer un peu mieux, mais avec les éléments qu'il avait, il ne pouvait pas en faire grand-chose. Souviens-toi l'été dernier 2025, c'est un film complètement osef, pour ne pas dire mauvais, incohérent, inconsistant, vide. Je préfère 100 fois revoir Scream 5 et le 6 malgré tous les défauts qu'ils ont, parce qu'au moins ils ont un minimum de choses à proposer. Et encore une fois, la suite annoncée par la scène post-générique, elle promet pas plus.
C'est même pas un film qui m'agace ou qui m'exaspère, parce que de toute façon, on partait de quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui ne m'intéressait pas. Il n'empêche que ça reste un film de piètre qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, plus vite que d'habitude j'espère. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.